Qu'est-ce qui rend l'hormone parathyroïdienne si importante? Son rôle principal est de maintenir l'équilibre du taux de calcium dans le sang, un processus vital pour chaque battement de cœur, chaque mouvement musculaire et chaque signal nerveux du corps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer le calcium de manière simple et détaillée. Quel rôle joue-t-il dans notre santé? Quelles sont les concentrations de calcium présentes dans les médicaments disponibles sur le marché? Comment choisir un complément fiable et efficace? Et quels sont les tests sanguins les plus importants pour vérifier le calcium ou les hormones associées? Restez avec nous, tout sera expliqué de façon claire et facile à comprendre. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist. Bienvenue dans un nouvel épisode, où nous poursuivons notre série sur le corps humain et ses fascinantes fonctions. Pour commencer, voici les principaux sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous recherchez une partie spécifique, vous pouvez choisir la vidéo correspondant à ce titre. Mais si vous souhaitez tout comprendre sur le calcium, ses rôles, ses sources et ses compléments, restez avec moi jusqu'à la fin. Le calcium est l'un des minéraux les plus essentiels de notre organisme. On le trouve presque partout, mais son principal lieu de stockage est les os. Comme nous le savons déjà, environ 99% du calcium total du corps se trouve dans les os, tandis que 1% seulement reste dans le sang et les tissus mous. La quantité totale de calcium dans le corps d'un adulte est d'environ 1 à 1,3 kg. Cette petite fraction présente dans le sang et les cellules, bien que minime, joue un rôle extrêmement important pour le bon fonctionnement du corps. Le calcium aide les muscles à se contracter naturellement et efficacement. Il favorise également la coagulation normale du sang et aide à contrôler la circulation à travers les vaisseaux sanguins. De plus, le calcium régule la dilatation et la contraction de ces vaisseaux, contribuant ainsi à maintenir une tension artérielle équilibrée. Pour le système nerveux, le calcium est vital, il aide à transmettre les signaux électriques, permettant aux nerfs d'envoyer et de recevoir correctement les messages. Le calcium est aussi nécessaire à la sécrétion d'hormones et d'enzymes, ce qui signifie qu'il participe à presque tous les processus du corps. Comme le calcium est constamment utilisé et perdu, notamment par les reins et l'urine, il faut le renouveler chaque jour par l'alimentation. Voici un guide simple. La plupart des adultes ont besoin de 1000 à 1300 mg de calcium par jour, selon l'âge et l'état de santé. On trouve naturellement du calcium dans de nombreux aliments, le lait, le yaourt, le fromage, les sardines, le saumon, et les légumes verts comme le brocoli. Mais puisque le calcium est largement disponible, on peut se demander, pourquoi certaines personnes ont-elles encore besoin de compléments? La réponse est simple, tout le monde n'absorbe pas le calcium efficacement. Certaines personnes ont des troubles digestifs qui réduisent l'absorption. D'autres ont des problèmes rénaux qui influencent le taux de calcium dans le sang. Même un faible taux d'acidité gastrique ou une intolérance au lactose peuvent rendre difficile l'apport suffisant de calcium par l'alimentation. Dans ces cas, les compléments de calcium deviennent indispensables pour combler la carence et prévenir les problèmes osseux ou musculaires. Ainsi, lorsqu'un patient ne peut pas obtenir suffisamment de calcium naturellement, nous lui prescrivons des compléments, pour restaurer l'équilibre, renforcer les os et soutenir toutes les fonctions vitales qui dépendent de ce minéral essentiel. Restez avec nous dans la prochaine partie, nous parlerons de comment choisir le meilleur complément de calcium, et des analyses sanguines les plus importantes pour vérifier votre taux de calcium et les hormones associées. Maintenant, passons à notre deuxième sujet d'aujourd'hui, un sujet très important. Il existe de nombreux types de compléments de calcium sur le marché, et les patients demandent souvent, quelle est la différence entre eux? Quelles sont leurs concentrations? Et comment choisir le bon produit pour chaque personne? Le calcium est disponible sous plusieurs formes, carbonate, citrate, gluconate, lactate et phosphate. Mais concentrons-nous sur le point essentiel, toutes les formes de calcium ne sont pas équivalentes. Parmi elles, les deux types les plus recommandés et les plus efficaces sont le carbonate de calcium et le citrate de calcium. Alors, quelle est la différence entre ces deux formes?
le carbonate de calcium est la forme la plus courante et la plus abordable. Cependant, il doit être pris après les repas, car son absorption dépend de la présence d'acide gastrique, et ce taux d'acidité est le plus élevé juste après avoir mangé. Ainsi, si vous utilisez du carbonate de calcium, il est essentiel d'indiquer aux patients de le prendre immédiatement après le repas pour une meilleure absorption. En revanche, le citrate de calcium est plus coûteux, environ 2 fois plus cher que le carbonate. Mais il présente un avantage majeur, il ne dépend pas de l'acidité de l'estomac pour être absorbé. Cela signifie qu'il peut être pris avant ou après les repas, avec ou sans nourriture, tout en étant bien assimilé. Cette différence devient particulièrement importante chez les personnes âgées. Après 50 ans, beaucoup produisent naturellement moins d'acide gastrique. Dans ces cas, le carbonate devient moins efficace, tandis que le citrate reste bien absorbé. Ainsi, pour les patients de plus de 50 ans, il est toujours préférable d'utiliser le citrate de calcium, car il agit efficacement, quelle que soit l'acidité de l'estomac. Passons maintenant au deuxième point clé, le dosage. Quel que soit le type de calcium choisi, il ne faut jamais dépasser 500 mg par prise. Si vous prenez plus, le corps ne peut pas l'absorber correctement, et le surplus sera perdu. Ainsi, si le médecin recommande 1500 mg par jour, cette dose doit être répartie en 3 prises tout au long de la journée. Cela permet au corps d'absorber et d'utiliser le calcium de manière optimale. Le troisième point est très important, et souvent source de confusion. Lorsque nous parlons des besoins quotidiens en calcium, comme 1000 à 1300 mg par jour, cela fait référence au calcium pur, appelé aussi calcium élémentaire, et non au poids total du composé. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons l'exemple du carbonate de calcium. Si vous avez 1 gramme 1000 mg de carbonate de calcium, il contient en réalité seulement 40% de calcium pur. Ainsi, 1 gramme de carbonate de calcium fournit environ 400 mg de calcium élémentaire. Voyons un exemple simple. Si un complément indique qu'il contient 800 mg de carbonate de calcium, alors 40% de cette quantité est du calcium pur. Donc, 800 mg fois 40% égale 320 mg de calcium élémentaire. Cela signifie que vous devrez prendre 3 à 4 comprimés par jour pour atteindre l'apport recommandé de 1000 à 1300 mg de calcium élémentaire quotidien. Voici une comparaison avec d'autres formes. Le citrate de calcium contient 21% de calcium pur. Le lactate de calcium en fournit environ 13%. Le gluconate de calcium n'en donne que 9%. C'est pourquoi le carbonate et le citrate sont considérés comme les formes les plus efficaces et pratiques, elles offrent les concentrations les plus élevées en calcium élémentaire, ce qui permet d'atteindre plus facilement les besoins quotidiens avec moins de comprimés ou de doses. En résumé. 1. Choisissez le bon type, carbonate pour les adultes plus jeunes, citrate pour les plus de 50 ans ou ceux ayant une faible acidité gastrique. 2. Divisez les prises, ne dépassez jamais 500 mg à la fois. 3. Lisez attentivement l'étiquette, vérifiez toujours la quantité de calcium élémentaire, et non le poids total du composé. En comprenant ces principes simples, vous pourrez choisir le complément de calcium le plus adapté à chaque patient, garantissant une meilleure absorption, moins d'effets secondaires, et des os plus solides pour la vie. Maintenant, passons au quatrième point important concernant l'utilisation du calcium, les problèmes courants pouvant apparaître pendant son usage. Dans la plupart des cas, les personnes peuvent ressentir une gorge sèche, des gaz ou de la constipation. C'est pourquoi nous conseillons toujours à toute personne prenant des comprimés de calcium de boire beaucoup d'eau avec chaque dose. Le calcium peut ralentir le transit intestinal, ce qui peut provoquer une constipation. Boire suffisamment d'eau aide à prévenir ce problème, et empêche également les comprimés de coller à la gorge ou de causer une irritation lors de la déglutition. Ces 2 points sont très importants, et ils font partie du rôle de conseil du pharmacien. Vous devez toujours avertir et informer le patient sur la manière de prendre le calcium de façon sûre et confortable. Passons maintenant au 5e point,
qui est très important, les interactions médicamenteuses. Le calcium peut interagir avec de nombreux autres médicaments, réduisant ainsi l'efficacité de l'un ou de l'autre. Pour éviter ce problème, il faut toujours conseiller aux patients de séparer la prise du calcium de celle de tout autre médicament d'au moins 2 heures, avant ou après. Cette simple précaution permet d'éviter la majorité des interactions connues. Voyons quelques exemples. D'abord, les antibiotiques tels que la ciprofloxacine et les tétracyclines peuvent interagir avec le calcium en formant des complexes qui rendent l'antibiotique moins efficace. Ils ne doivent donc jamais être pris ensemble. Ensuite, les bisphosphonates, utilisés pour traiter l'ostéoporose et la fragilité osseuse, interagissent également avec le calcium. Ils doivent être pris à des moments différents de la journée, jamais en même temps. La lévothyroxine, une hormone utilisée dans les troubles de la thyroïde, interagit elle aussi avec le calcium, il faut donc garder un intervalle de 2 heures ici également. En ce qui concerne les diurétiques, ou pilules d'eau, l'effet dépend du type. Les diurétiques thiazidiques, comme l'hydrochlorothiazide, peuvent augmenter le taux de calcium dans le sang en réduisant son élimination par les reins. A l'inverse, les diurétiques de l'anse, tels que la furosémide, la cis, font le contraire, ils augmentent la perte de calcium, diminuant ainsi sa concentration sanguine. De plus, les antiacides contenant de l'aluminium ou du magnésium, ainsi que les corticostéroïdes comme la prédnisone, peuvent tous deux accroître la perte de calcium dans l'organisme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un des effets secondaires à long terme des corticostéroïdes est l'ostéoporose ou la fragilisation des os, et non la constipation, comme beaucoup le croient. Alors, souvenez-vous toujours de ces 2 règles d'or. 1. Buvez beaucoup d'eau lorsque vous prenez du calcium, pour éviter l'irritation de la gorge et la constipation. 2. Gardez un intervalle d'au moins 2 heures entre le calcium et tout autre médicament, pour garantir une absorption sûre et efficace des deux. Maintenant, passons au 3e et dernier sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les analyses de laboratoire sur lesquelles nous devons nous concentrer lorsqu'il s'agit du calcium. Le premier et le plus important test est celui de l'hormone parathyroïdienne, ou PTH en abrégé. Chaque fois qu'il existe une anomalie du calcium, qu'il s'agisse d'un taux sanguin anormal, de problèmes rénaux ou de troubles osseux comme l'ostéoporose, les médecins vérifient toujours le taux de PTH. Cette hormone joue un rôle essentiel dans la régulation de l'équilibre du calcium et du phosphore dans le corps. La valeur normale de la PTH dans le sang se situe entre 14 et 65 picogrammes par millilitre, et elle est généralement mesurée à jeun pour obtenir des résultats précis. Le deuxième facteur qui influence le calcium est le phosphore. Sa concentration normale dans le sang varie entre 2,4 et 4,1 mg par décilitre. Alors, comment le phosphore agit-il sur le calcium? Lorsque le taux de phosphore augmente dans le sang, il stimule les reins à activer la vitamine D. Une fois active, la vitamine D agit dans l'intestin pour améliorer l'absorption du calcium, ce qui augmente le taux de calcium sanguin. Ainsi, lorsque le phosphore augmente, le calcium peut aussi s'élever indirectement, grâce à l'action de la vitamine D. Le troisième élément important est, bien sûr, la vitamine D elle-même. Si le taux de vitamine D dans le sang est inférieur à 30, on parle de carence. Entre 30 et 50, il est insuffisant. Entre 50 et 70, il est adéquat, et au-dessus de 70, il est excellent. La vitamine D est indispensable, car elle favorise l'absorption du calcium dans l'intestin et le dirige vers les os, renforçant ainsi leur densité et leur solidité. C'est pourquoi la plupart des compléments de calcium que vous trouverez sur le marché contiennent aussi de la vitamine D, les deux fonctionnent toujours ensemble. Si le taux de vitamine D est trop bas, l'absorption du calcium diminue, ce qui peut provoquer des crampes musculaires, des douleurs osseuses ou une faiblesse générale. Nous avons déjà parlé de la vitamine D en détail dans un épisode précédent, je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Le quatrième test important est celui de la calcitonine. Nous en avons déjà parlé, et nous savons que sa fonction est opposée à celle de l'hormone parathyroïdienne.
Alors que la PTH augmente le calcium sanguin, la calcitonine le diminue en favorisant son stockage dans les os. Mais voici un point essentiel, lorsqu'on évalue le calcium, il n'est pas toujours nécessaire de doser la calcitonine. À quoi sert donc ce test? Il est principalement utilisé pour surveiller certaines maladies de la thyroïde, et non les troubles du calcium. Si le taux de calcitonine est anormalement élevé, par exemple, 20 fois supérieur à la normale, cela peut indiquer une hyperplasie des cellules C ou un cancer médulaire de la thyroïde. Le taux normal de calcitonine est généralement inférieur à 100 picogrammes par millilitre. Ainsi, des taux très élevés servent de marqueurs diagnostiques pour ces affections spécifiques. Cela nous amène à une question fréquente. Si un patient subit une ablation de la thyroïde, doit-il remplacer la calcitonine, comme on remplace la thyroxine, hormone thyroïdienne? La réponse est non, on ne remplace pas la calcitonine. Le corps peut s'adapter naturellement à son absence, et d'autres mécanismes régulateurs maintiennent l'équilibre du calcium sans supplémentation externe. Ainsi, dans ces cas, la calcitonine sert surtout de marqueur biologique, pour détecter une repousse du tissu thyroïdien ou une récidive du cancer, et non pour réguler le calcium. Le cinquième et dernier test à considérer est le taux de calcium sanguin lui-même. La concentration normale du calcium total est comprise entre 8,5 et 10 mg/dl, soit 2,2 à 2,7 mmol/L. Ce chiffre représente le calcium total, c'est-à-dire le calcium libre, ionisé, et le calcium lié aux protéines. Dans le sang, environ la moitié du calcium est libre ou ionisé, et l'autre moitié est liée à l'albumine, une protéine produite par le foie. Le calcium libre, qui est la forme active, varie normalement entre 4,4 et 5,2 mg/dl. Cependant, dans la plupart des cas, les laboratoires ne mesurent que le calcium total, car cela est plus rapide et plus simple. Le dosage du calcium libre est réservé à des situations particulières, comme les maladies du foie, où les taux d'albumine sont modifiés. Pourquoi est-ce important? Si le foie ne produit pas assez d'albumine, moins de calcium s'y lie, et le calcium libre peut augmenter, même si le calcium total semble normal. Cela peut fausser les résultats. Pour corriger cela, les médecins utilisent une formule appelée calcium corrigé. Elle permet de calculer le vrai taux de calcium dans le sang selon la quantité d'albumine. Calcium corrigé égale calcium mesuré plus 0,8 fois 4, albumine sérique. Cette équation est très utile, notamment chez les patients souffrant de maladies du foie, de malnutrition ou de troubles rénaux, pour interpréter correctement les résultats. En résumé, pour évaluer le calcium, gardez toujours en tête ces 5 analyses clés. 1. Hormone parathyroïdienne, PTH, régule l'équilibre du calcium et du phosphore. 2. Phosphore, agit en lien étroit avec le calcium et la vitamine D. 3. Vitamine D, essentielle à l'absorption du calcium et à la santé des os. 4. Calcitonine, utilisée comme marqueur thyroïdien, pas pour la régulation du calcium. 5. Calcium sanguin, total et corrigé, principal indicateur de l'état calcique du corps. Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles, pratiques et scientifiques sur le calcium et ses analyses associées. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir notre travail éducatif, vous pouvez le faire via Patreon, PayPal, ou directement ici sur YouTube. Merci de votre attention, et comme toujours, restez en bonne santé, restez curieux, et bonne soirée.